Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antonin Guilbert, qui travaille chez Andromède Océanologie. Salut Antonin, on est très heureux de te retrouver pour un nouvel épisode pour faire le point sur l'avancée de la mission Tamataroa. Bonjour Lucie, merci de ton accueil. T'as beaucoup de chance parce que en ce moment, toi, t'es en direct de Rangiroa. C'est la fin de la mission Tamataroa. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé ici sur le podcast, tu as déménagé en Polynésie française et on avait d'ailleurs pu se croiser lors de mon stage au CRIOB en juin 2024. Oui, tout à fait. Depuis le lancement du programme Tamataroa, une partie de l'équipe est venue vivre ici en Polynésie, puisque c'est un programme qui prend beaucoup de temps. Il y a la partie visible et la partie moins visible aussi. En dehors des missions, tout le travail de montage du projet et surtout de réalisation du projet, d'analyse des données, etc. et qui se fait en Polynésie directement. Pour refaire un petit point sur l'épisode précédent, tu nous avais présenté un nouvel outil qui a été développé spécialement pour cette mission. C'est une arbalète qui est équipée de pointeurs laser pour mesurer les requins, d'une caméra pour faire des images pour la photo-identification et qui permet aussi de poser des balises sur les animaux et de faire des prélèvements de tissus. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous en étiez à 13 balises posées et 120 individus différents identifiés. Et c'était déjà il y a presque 1 an et demi. Alors, est-ce que vous avez pu poser de nouvelles balises? Et surtout, est-ce que vous avez les premiers résultats concernant la présence et la fréquentation des atolls de Rangiroa et de Tikehau par les grands requins marteaux? Depuis 1 an et demi, il y a eu 2 nouvelles campagnes de terrain. On a pu poursuivre le travail de photo-identification, de marquage et de prélèvement sur les requins. Aujourd'hui, on dépasse les 30 requins marqués. Donc ça, c'était l'objectif de départ du programme Tamataroa. Donc cet objectif scientifique est atteint. Une trentaine d'individus marqués avec des balises acoustiques qui vont nous permettre de suivre leur déplacement à l'intérieur du lagon de Rangiroa et de Tikehau. Et puis, on a prélevé à peu près autant d'échantillons de tissus, des petits bouts de peau et de muscles qui vont nous servir à la fois pour les analyses génétiques, essayer d'identifier, mieux comprendre la population d'un point de vue génétique, et puis aussi mieux comprendre le régime alimentaire des requins, puisqu'avec un petit bout de tissu, on est capable d'identifier ce qu'ils mangent et aussi où est-ce qu'ils le mangent. Donc oui, le travail s'est poursuivi. Il reste encore 1 année. On a décidé de prolonger d'1 année. On a à chaque fois des objectifs un peu plus ambitieux chaque année, sachant que c'est pas toujours évident puisque on travaille sur un animal qui est sauvage et pour lequel, ça c'est assez nouveau, on a décidé de travailler de la manière la moins invasive possible. Donc on ne fait ni capture, ni abattage. Donc 100% des observations qu'on fait sont des comportements naturels. Et c'est ce qui rend la tâche assez difficile, puisque l'approche avec cette fameuse arbalète sous-marine est conçue pour des marquages en milieu naturel et sans abattage. Donc c'est vraiment des rencontres assez furtives qui sont pas évidentes à avoir. Et cette année notamment, ça a été assez difficile. On a eu très peu d'observations de requins comparé aux autres années. On avait eu ça déjà en 2022 à l'époque. Il y a des périodes comme ça, un petit peu de creux, et ça rend les travaux encore plus difficiles puisqu'on a moins d'opportunités d'approche et donc c'est plus difficile de réaliser nos suivis. Quand bien même, on a réussi aujourd'hui à en marquer 10, qui était l'objectif minimum de cette année, donc ça reste très encourageant. Et on va continuer. Aujourd'hui, tu me demandais le nombre de requins. À l'époque, on était à 120 requins identifiés. À l'heure actuelle, on est à plus de 170 requins marteaux identifiés. Donc ça confirme le fait que Rangiroa et Tikehau, dans une moindre mesure, sont vraiment parmi les derniers refuges sur la planète pour cette espèce. C'est-à-dire que c'est la plus grosse population de grands requins marteaux jamais identifiée à l'échelle de la planète. Donc c'est probablement le sanctuaire à requins de Polynésie, donc ce sanctuaire qui protège les requins, qui fait que le marteau a trouvé un refuge ici. Quand tu dis 170 requins, c'est bien 170 requins différents. C'est pas des requins que vous avez revus, Non. qui sont comptés 2 fois, donc c'est d'autant plus énorme. Ouais, tout à fait. En moyenne, par an, on fait dans les 300 à 400 observations de requins marteaux. Sur ces 300 à 400, on en a identifié 170. Il y a pas mal de réobservations, donc des individus qu'on voit d'une année à l'autre ou même d'une journée à l'autre. Mais il y a aussi beaucoup d'individus qu'on n'arrive pas à identifier, soit parce qu'ils viennent pas assez près de nous pour qu'on puisse avoir des photos de bonne qualité pour aller chercher des signes distinctifs et être capable de les identifier. Donc 170, c'est un chiffre très inférieur à la réalité. C'est les 170 requins différents qui ont bien voulu s'approcher des plongeurs de l'équipe pour être pris en photo. Mais il y en a plein qui sont beaucoup plus timides et qui ne s'approchent pas
ou même certains qui s'approchent mais qui finalement sont très propres, entre guillemets, et n'ont aucun signe distinctif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cicatrices, pas de taches, pas de boursouflure, voilà. Et donc, ça rend l'identification très, très difficile. Donc, c'est vraiment une population qui est conséquente. 170, ça reste une sous-estimation de la population. L'analyse génétique nous permettra d'avoir une idée sur la taille de la population. En gros, si tous les individus, tous les tissus qu'on a prélevés sur les requins montrent qu'ils sont tous frères et sœurs, alors ça veut dire que la population est très petite. Par contre, s'il y a une grosse diversité génétique, alors ça veut dire que la population est bien plus grande. Donc, on aura aussi des informations sur la taille de la population à travers ce protocole-là. Est-ce que vous pensez avoir vraiment fini avec une saison supplémentaire ou vous vous êtes fixé une limite pour pas continuer pendant encore des années parce que j'imagine que c'est quelque chose qu'on peut continuer indéfiniment et il y aura toujours des informations en plus à avoir? Oui, tout à fait. Après, l'objectif quand même affiché de ce programme, c'est sur un délai relativement court, 4 ans, d'arriver à la mise en place de mesures de gestion pour la préservation de cette espèce. Elle est protégée en Polynésie, c'est un sanctuaire, donc il est interdit de la pêcher, de la commercialiser, etc. Mais là où nous on intervient, c'est sur la préservation en fait de ses habitats et de ses ressources. C'est-à-dire que quand bien même on préserve le requin, si on détruit ses habitats ou si on surpêche toutes les ressources alimentaires qui lui sont nécessaires pour sa survie, l'espèce va quand même disparaître. Donc c'est à ce niveau-là qu'on souhaite intervenir. Notre objectif, il est donc de caractériser les habitats, c'est-à-dire dans quel endroit le grand requin marteau évolue, quel usage il fait du lagon de Rangiroa et de Tikiao, pourquoi ces lagons sont si importants pour cette espèce, et puis quelles sont ses proies, et c'est tout ça qu'on va essayer de comprendre pour derrière pouvoir préserver ses habitats et ses proies. Pour ça, on a défini un protocole sur 4 ans, et je pense qu'on n'ira pas plus loin puisque là, on a déjà atteint beaucoup d'objectifs. On a commencé à caractériser avec notamment le travail de thèse de Tatiana Boub, qui a commencé à traiter les données de migration des requins, et on commence à avoir des zones d'intérêt, des zones où le requin marteau se concentre dans le lagon à des périodes bien spécifiques de l'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de dire à telle période de l'année, les requins sont concentrés dans la passe. C'est par exemple la période de décembre à mars, celle pendant laquelle on est en mission ici à Rangiroa. C'est la période où on peut travailler sur les requins puisqu'on les observe dans ce petit couloir entre le lagon et l'océan. Et c'est ce lieu de passage qui nous permet de les approcher dans des conditions optimales pour réaliser les suivis. Mais le reste de l'année, ils quittent la passe et certains vont dans le lagon. Et on a réussi à identifier les zones chaque mois de l'année, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, les zones où les requins marteaux se concentrent dans la passe. Et ça, c'est déjà le premier élément. Ça veut dire qu'on a identifié les zones à enjeu, c'est-à-dire les zones qui sont importantes pour la préservation de cette espèce. Et maintenant, le travail qui va avoir lieu d'ici à l'année prochaine, c'est de caractériser ces zones. C'est-à-dire, OK, il est à tel endroit, à telle période de l'année, mais il y est pour faire quoi? Et donc, on va essayer de comprendre, est-ce qu'il y est pour se nourrir? Est-ce qu'il y est pour se reposer? Est-ce qu'il y est pour se reproduire, pour mettre bas? Est-ce que c'est une zone où les petits grandissent, donc des zones de nurserie? Ça, c'est le travail qui reste à accomplir maintenant qu'on a identifié les zones d'intérêt. On rappelle que Tatiana Boub est une étudiante doctorante qui fait sa thèse sur les grands requins marteaux des Tuamotu. C'est ça, et qui fait partie de l'équipe du programme Tamatarua. Exactement. Tu nous parlais de l'alimentation des grands requins marteaux. Et on a récemment pu voir des vidéos présentant l'expédition dans lesquelles Tatiana Boub justement parlait des prélèvements qui sont faits sur les requins. Et elle parlait notamment de l'examen des isotopes stables. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce point précis, nous expliquer ce que c'est et qu'est-ce que ça vous apprend sur les animaux? C'est une science assez récente qui permet à partir d'un échantillon de tissu de savoir ce que l'individu a mangé et où est-ce qu'il l'a mangé. C'est sur la base des isotopes, du carbone, entre autres. Sur la partie fine, Tatiana Boub sera beaucoup plus précise que moi. Moi, je vais rester dans les grandes lignes de ce concept. Donc, les isotopes stables, effectivement, c'est un principe scientifique qui repose sur le fait que nous sommes ce que nous mangeons. Donc, en fait, il est possible, à travers l'analyse d'un échantillon de muscles chez un individu, même chez l'homme, pourquoi pas, de retracer son régime alimentaire. Pour ça, Tatiana, par exemple, a réalisé ce qu'on appelle un isoscape, c'est-à-dire qu'elle est allée prélever dans le lagon, dans la passe et au large des centaines et des centaines d'échantillons de toute la chaîne alimentaire du grand requin marteau, depuis le plancton jusqu'aux petits requins, des petits bouts de tissu qui vont nous permettre de voir quelles sont la nature des isotopes pour chacun de ces individus et dans différentes zones.
Et à partir de là, on va pouvoir, lorsqu'on va analyser un échantillon de tissu de requin-marteau, comprendre déjà ce qu'ils mangent. Est-ce que ces tissus, en gros, sont plus concentrés en isotopes issus de raies, de requins, de thons, etc. Donc, on va comprendre quel est son régime alimentaire. Et en plus, on va essayer de comprendre où est-ce que ces animaux ont grandi, donc où est-ce qu'ils ont été mangés. Est-ce que c'est plutôt en milieu lagonaire? Est-ce que c'est plutôt en milieu récifal? Ou est-ce que c'est plutôt au large? Donc, en fait, ça nous donne une image, une idée de l'écologie alimentaire, non seulement de quoi ils se nourrissent, mais en plus où est-ce qu'ils se nourrissent. Et ça, c'est très important, puisque ça va nous permettre de caractériser un des habitats clés qui est l'habitat où il se nourrit. Est-ce qu'il se nourrit en profondeur au large? Est-ce qu'il se nourrit dans les petits fonds du lagon? Ou est-ce qu'il se nourrit, par exemple, dans la passe où on l'observe régulièrement à cette période de l'année? Merci beaucoup. Alors, l'une des grandes questions à laquelle vous cherchiez une réponse était de savoir si les requins sont résidents en Polynésie dans les Tuamotu ou s'ils sortent des eaux polynésiennes, éventuellement pour des migrations saisonnières, car dans ce cas, ils ne sont plus dans les zones polynésiennes qui sont protégées et se retrouvent exposés aux navires de pêche. Est-ce que vous avez du nouveau sur cette question? Alors oui, on a pas mal d'informations. Le travail de photo-identification et le travail de marquage nous a permis de voir que oui, il y avait ce qu'on appelle une fidélité au site, c'est-à-dire que des individus reviennent d'année en année sur les sites de Rangiroa et de Tikiao. Grâce au travail de photo-identification et grâce à l'appui de la science participative, on a pu récupérer des images de plongeurs qui datent de 2006 et qui nous permettent d'identifier à l'époque des individus de requins-marteaux qu'on réobserve aujourd'hui. Donc pour certains individus, ça fait plus de 17 ans qu'ils sont observés à Rangiroa, donc il y a une forte fidélité au site. Ce qui ne veut pas dire qu'ils passent toute leur vie à Rangiroa, mais en tout cas, pour un grand nombre d'individus, ils y reviennent régulièrement. La question que tu me posais, c'est est-ce qu'ils sont susceptibles de quitter la zone économique exclusive polynésienne et donc le sanctuaire de Polynésie, ce qui implique des migrations de plusieurs milliers de kilomètres. On sait, de par la bibliographie scientifique, que c'est des animaux qui sont capables de parcourir des grandes distances. Pour le moment, nous n'avons utilisé que des balises acoustiques qui nous ont permis de suivre les migrations à l'échelle du lagon de Rangiroa et de Tikiao. L'objectif de l'année prochaine, ça va être de fixer des balises satellites qui, elles, vont nous permettre de suivre les migrations à grande échelle. Et c'est ce protocole-là qui va nous permettre de répondre à cette question. Que font les animaux lorsqu'ils quittent le lagon et qu'ils vont dans l'océan? Est-ce qu'ils restent à proximité des côtes? Est-ce qu'ils vont sur d'autres archipels de Polynésie ou est-ce que carrément ils quittent la Polynésie pour se rendre sur d'autres zones comme Hawaï, Nouvelle-Zélande, Australie par exemple, dans le bassin Pacifique central? Ces balises, elles sont un peu différentes des balises acoustiques qui vont rester sur l'animal, émettre un petit signal qui va être reconnu par des récepteurs qui sont déployés dans les lagons de Rangiroa et Tikiao. À la différence, les balises satellites, elles sont fixées pour une durée déterminée sur les requins, c'est-à-dire qu'elles vont se libérer entre 6 et 9 mois après avoir été marquées. Et elles vont faire surface. Arrivées en surface, elles vont transmettre toutes les informations qu'elles auront enregistrées le temps qu'elles étaient fixées sur l'animal. Et donc, ces informations-là, c'est notamment des informations de profondeur, de température et de luminosité. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on envisage souvent la migration à une échelle horizontale, mais grâce à la profondeur, on va pouvoir aussi suivre la migration verticale, c'est-à-dire l'utilisation que font les requins de la colonne d'eau. Et ça, c'est très intéressant parce que nous, humains, on évolue en 2 dimensions, mais sous l'eau, on évolue en 3 dimensions. Et donc, c'est très intéressant pour nous. Est-ce que les requins-marteaux descendent en profondeur la journée, la nuit? Est-ce que peut-être c'est pour se nourrir ou pour mettre bas, ils descendent très profond? Peut-être qu'au contraire, ils passent très peu de temps en profondeur et quasiment toute leur vie dans les petits fonds. Même en termes de gestion, c'est très important de savoir l'usage qu'ils font de la colonne d'eau. Avec la température, on va pouvoir aussi voir un petit peu quelle est sa tolérance vis-à-vis de la température de l'eau. Est-ce que c'est un animal qui est très tolérant à des variations de température? Est-ce qu'il supporte des températures froides et profondes de 10-15 degrés jusqu'à des températures de surface de 30-35 degrés? Auquel cas, par exemple, dans la perspective qu'on connaît tous de réchauffement climatique, est-ce que c'est un animal qui arrivera à s'adapter facilement au réchauffement climatique? Ou est-ce qu'à l'inverse, il a un range de température qui est très faible? Par exemple, il évolue que entre 29 et 31 degrés et auquel cas, il sera très sensible aux variations du réchauffement climatique. Donc ça, c'est intéressant aussi de comprendre le range de température dans lequel il évolue. Et ça nous permet aussi d'avoir une idée de la distribution, de jusqu'où il est susceptible de pouvoir aller en connaissant les températures des eaux dans le Pacifique. Pour les non-anglophones, quand tu parles de range de température, c'est en fait un intervalle de température. Oui, pardon.
Et puis enfin, avec les capteurs de luminosité, ça va permettre de ressortir a posteriori des coordonnées GPS, des positions de l'animal. À partir de l'heure du lever du soleil, l'heure du coucher du soleil, du solstice, on va pouvoir retrouver des coordonnées latitude et longitude assez grossiers, de l'ordre de 200 km près. Mais sur une migration à l'échelle du Pacifique central, ça reste des informations très intéressantes et ça nous permettra, en l'occurrence, de voir si oui ou non il quitte les eaux polynésiennes ou est-ce qu'il parcourt plusieurs milliers de kilomètres. Ce sera visible là grâce aux données de ces balises. Tu nous disais que les balises, vous les récupériez entre 6 et 9 mois après qu'elles soient posées. Mais donc, ça veut dire que vous allez devoir attendre quand même un certain temps avant de pouvoir récolter toutes les informations. Et ça, ce n'est que le temps où la balise était sur l'animal. Ensuite, il y a tout le temps de traitement aussi de ces données. Donc, effectivement, le programme Tamatarwa, c'est avant tout un programme de recherche. Il a été initié il y a maintenant 2 ans. Il va durer 4 ans au total. Et ça n'est que la partie terrain, entre guillemets. Derrière, il y a effectivement la thèse doctorale de Tatiana Bouk qui va durer 3 ans. Il y a aussi beaucoup de chercheurs associés au projet. Yanis Papastamathiou de l'Université internationale de Floride, Charlie Hubiners de l'Université d'Adélaïde en Australie, Johan Mourier. Voilà, il y a tout un panel de scientifiques qui vont continuer à travailler même après les missions de terrain pour justement tenter de répondre à toutes ces questions et en analysant toutes ces données. Donc oui, c'est un travail de longue haleine qui va durer encore plusieurs années. Vous n'avez pour l'instant aucun indice d'une éventuelle migration? Alors aujourd'hui, ici, on a des informations sur des migrations à l'échelle locale entre Tikehau et Rangiroa. Allez, c'est un petit scoop, mais on a une première preuve de connectivité entre les deux atolls, c'est-à-dire des individus qui ont été marqués à Tikehau et qui se sont rendus à Rangiroa. Ce qui est étonnant, c'est que l'inverse n'est pas réciproque. Les animaux qu'on a marqués à Rangiroa ne sont jamais allés à Tikehau. C'est assez intéressant. On pense qu'on a une population relativement sédentaire, finalement. Il y a une grosse utilisation qui est faite du lagon. Alors que, pour rappel, l'hypothèse de départ était que les atolls de Tikehau, Rangiroa et d'autres atolls des Tuamotu n'étaient que des lieux de passage pour ces animaux à une certaine période de l'année. Et en fait, on se rend compte que lorsqu'ils ne sont plus observés dans les passes, qui sont vraiment l'endroit où les plongeurs plongent, où les pêcheurs sous-marins chassent, etc., lorsqu'ils ne sont plus observés dans les passes, eh bien, on pensait qu'ils étaient partis. Et en fait, pour une partie d'entre eux, en tout cas, ils sont toujours présents, mais cachés dans le fin fond du lagon de Rangiroa. Ça montre aussi, et c'est très intéressant en termes de conservation, l'importance du lagon de Rangiroa, puisque ça ne semble pas être juste un lieu de passage, mais même un lieu de vie à proprement parler pour cette espèce. Justement, le fait que la Polynésie soit un lieu où les requins-marteaux sont protégés, est-ce que ça pourrait expliquer justement le fait qu'ils ne migrent pas ou plus dans des zones où ils ne sont pas protégés, où ils sont exposés à la pêche, etc. Ça pourrait. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que pendant très longtemps, la communauté scientifique a parlé du grand requin-marteau comme d'un grand animal migrateur. Et plus il y a d'études qui sont menées à travers le monde, c'est récent, il y a quand même très très peu d'études encore sur cette espèce. Mais plus il y en a, plus on se rend compte qu'en fait, les populations sont relativement sédentaires. Ça a été le cas, par exemple, aux Bahamas et en Floride, où des études récentes ont montré qu'une grosse partie de la population était sédentaire et que certains individus étaient capables de parcourir de grandes migrations. On ne sait pas encore pourquoi. Est-ce que c'est aussi pour créer de la diversité génétique, finalement? Aller à la rencontre d'autres populations et mixer les génétiques de populations? Est-ce que c'est pour des besoins spécifiques à leur écologie? En tout cas, ce sont des animaux capables de grandes migrations, mais de plus en plus, on se rend compte que les populations sont sédentaires. Ici, en Polynésie, tu as raison. L'une des principales raisons pour lesquelles on observe ici énormément de requins-marteaux, c'est très probablement grâce à l'initiative qui a été prise par les politiques locaux de créer un sanctuaire de requins. Et donc, c'est la première étape lorsqu'on souhaite protéger quelque chose, c'est déjà de protéger à l'échelle individuelle. Et ce sur quoi nous, on intervient maintenant, c'est la protection de ses habitats et de ses ressources. Et une fois qu'on a le package complet, l'individu, les endroits où il vit et ses ressources alimentaires et que tout ça est protégé, il y a de grandes chances que la population reste en bonne santé pour les décennies à venir. Une autre question qui se posait quand on t'avait interviewé il y a 1 an et demi, c'était la présence de nurseries de grands requins-marteaux au Tuamotu. Les habitants de l'archipel vous confirment la présence de juvéniles de requins-marteaux, mais sans aucune garantie que ce soit des petits de grands requins-marteaux, les mokarans ou de l'iwini ou d'une autre espèce de marteau. Est-ce que vous avez pu éclaircir cette question de la mise-batte des femelles dans les atolls que vous étudiez? Alors, ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, c'est effectivement les enquêtes citoyennes
C'est-à-dire qu'on est allé à la rencontre de près de 200 plongeurs, excursionnistes, usagers du lagon, des gens qui vivent ici quotidiennement sur le lagon de Rangiroa et de Tikiao, qui nous ont transmis pas mal d'informations sur les observations qu'ils avaient faites depuis qu'ils vivent ici sur le grand requin-marteau, et notamment 2 observations de Misba dans le lagon de Rangiroa. Ça, c'est assez unique, ça n'a jamais été décrit scientifiquement parlant. On ne sait toujours pas où et comment les grands requins-marteaux mettent bas. En termes de conservation, c'est hyper important, hein. La zone de Misba, qui sera aussi probablement une zone de nurserie, c'est une zone qu'il est très important de préserver. C'est un moment crucial, en fait, pour l'espèce, c'est la régénération de l'espèce. Après, d'un point de vue scientifique, une zone de nurserie, c'est assez spécifique. Ça voudrait dire que les animaux viennent régulièrement sur ce même site pour mettre bas, et donc il y aurait un site vraiment défini. Il est possible que pour les grands requins-marteaux, comme pour d'autres espèces, il n'y ait pas de site de nurserie à proprement parler. C'est-à-dire que les requins sont susceptibles de mettre bas à droite, à gauche, au large, dans le lagon, etc., et qu'il n'y ait pas de zone précise. Donc oui, on continue à travailler sur la caractérisation de ces habitats. Il y a des secteurs où, comme je disais, les requins-marteaux passent du temps dans le lagon. On va essayer de comprendre ce qui s'y passe. On va déployer des petites caméras qui vont nous permettre de voir ce qui se passe dans ces zones-là et d'essayer, pourquoi pas, d'observer des juvéniles et derrière d'essayer de voir si la présence de ces juvéniles signifie qu'il y a une nurserie ou si c'est juste une mise bas qui a eu lieu là de manière ponctuelle. Donc il y a encore effectivement un gros travail. Le lagon de Rangiroa, il y a eu des mises bas, donc oui, c'est une zone d'importance. Maintenant, est-ce que ces mises bas ont tout le temps lieu au même endroit, à une période bien définie, etc. C'est ce sur quoi on continue de travailler et sur lequel j'espère qu'on aura des réponses d'ici un an. Justement, faute d'identifier des lieux spécifiques et précis, peut-être que vous pourrez définir des types d'habitats. On sait que, par exemple, que certaines espèces de requins mettent bas dans les mangroves, dans des eaux peu profondes, etc. Oui, tout à fait. Alors ici à Rangiroa, il n'y a pas de mangroves. En revanche, il y a beaucoup de zones peu profondes. En général, les requins ou les animaux marins sont susceptibles de mettre bas dans les zones de mangroves puisque ce sont des zones protégées. Les juvéniles, que ce soit même de grands requins-marteaux, de tigres ou d'autres grandes espèces comme ça, sont finalement des proies ici pour d'autres requins. Et donc, il fait pas bon être un tout petit requin dans les eaux polynésiennes. Donc, c'est pour ça qu'en général, lorsqu'ils sont petits, ils vivent dans les petits fonds, là où les gros requins ne peuvent pas accéder. Donc, c'est effectivement une des hypothèses pour le grand requin-marteau, c'est qu'à défaut d'utiliser des zones de mangrove, puisqu'il n'y en a pas ici, il est peut-être susceptible d'utiliser des zones de OA. Les OA, c'est ces petits passages d'eau entre l'océan et le lagon qui ne font que quelques centimètres, dizaines de centimètres de haut. Ça ressemble à des rivières, mais finalement, ce n'est qu'un passage d'eau de mer entre le lagon et l'océan, qui sont des zones très peu profondes. On sait déjà que ce sont des zones de nurserie pour d'autres requins, comme les requins pointe-noire, les requins citron, etc. Et peut-être que ça pourrait aussi jouer le rôle de nurserie pour les requins marteaux. Mais ça reste une hypothèse parmi d'autres. Il y a tout juste un an, on a accueilli Boris Dio sur le podcast et il nous a raconté la scène de prédation dont il a eu la chance d'être le témoin avec les heures que vous avez passées sous l'eau et sans en dire trop pour garder du suspense pour le film Gombessa à venir. Est-ce que vous avez pu observer et peut-être même filmer d'autres comportements jusqu'alors inconnus? C'est vrai qu'on en passe des heures sous l'eau, on en passe beaucoup. C'est effectivement ce qui nous permet d'optimiser les chances d'observer des comportements un petit peu atypiques. C'est vrai que c'est pas simple. Les observations qu'on fait ici du grand requin-marteau, je le redis, mais elles sont 100% naturelles. Donc, comme on n'a pas de pas, on ne les attire d'aucune manière. Ça rend les observations un peu plus dures, mais on a eu la chance effectivement d'observer des comportements intéressants, des comportements d'interaction entre ces animaux et d'autres animaux. J'en dis pas plus, mais je reste quand même jaloux de Boris qui, au cours d'une plongée de loisirs, de peut-être quelques heures à peine, a pu assister à une scène complètement inédite. Et je dois avouer que malgré nos plus de 2000 heures de plongée ici à Rangiroa, ou même 3000, je crois, depuis cette année, on n'a pas encore assisté à une scène aussi incroyable que celle-ci. Mais grâce à Boris, cette scène fera aussi partie du film Gombessa et donc sera rendue publique. Et le public pourra aussi contempler ce comportement complètement inédit qui a pu être capturé par Boris et Baptiste. On vous souhaite plein de nouveaux comportements à observer pendant l'année à venir. Est-ce que justement, en parlant du film, vous avez du nouveau concernant la date de sortie? Parce que nous, on est super contents de t'avoir et cette mission est un prétexte pour te revoir régulièrement. Mais on a aussi très envie de voir le film qui s'annonce super, vu tout ce que tu nous racontes.
Le film, on a envie de raconter tout le projet. On a envie d'amener des résultats aussi dans le film parce que l'objectif du projet, c'est vraiment d'arriver à des résultats très concrets qui seront d'ailleurs remis aux autorités locales pour derrière mettre en place des mesures de gestion. Et donc, le film va continuer encore une année. C'est-à-dire que là, on filme depuis le début. On tourne, on raconte chaque année de cette aventure. Et l'aventure continue encore jusqu'en 2026. Et donc, le film sortira probablement fin 2026, début 2027. Donc, il y a encore un petit peu de temps. Mais l'idée, c'est qu'on puisse raconter l'entièreté de ce projet et apporter déjà des résultats. Ça marche. Il y a quelques mois, on recevait Pamela Carzon qui nous parlait de sa thèse sur les interactions entre les plongeurs et les dauphins dans la passe de Tiputa à Rangiroa. Est-ce que vous voyez parfois les dauphins lors de vos plongées ou au palier pendant vos remontées? Oui, les dauphins sont très présents ici. Il y a une population sédentaire ici, qui a fait d'ailleurs du site de la passe de Tiputa à Rangiroa un site mondialement connu pour la plongée, puisqu'il y a effectivement des interactions entre les plongeurs et les dauphins. Oui, on observe souvent des dauphins, mais alors nous, c'est un petit peu à l'inverse. Quand on voit les dauphins, on n'est pas content, parce que les dauphins, c'est un peu les rois de la passe et ils ont tendance à faire fuir les requins, que ce soit les requins tigres ou les requins marteaux qui nous intéressent. Et donc, quand vous êtes à 70 mètres de fond sur le plateau à marteau, dans l'attente de croiser un marteau et que vous avez 5-6 dauphins qui viennent vous tourner autour, pour nous, c'est très sympa, mais c'est un échec. Ça veut dire qu'on verra pas de marteau de la plongée parce que leur présence les aura fait fuir. Ouais. Ça reste des moments incroyables, évidemment, mais le dauphin n'est pas compatible avec le suivi des requins. Il faut le savoir. Instinctivement, j'aurais plutôt pensé l'inverse. Et non. Les dauphins agissent en groupe, là où les requins sont solitaires, et donc le nombre fait la force. C'est les dauphins qui gagnent. Et ouais. La beauté de cette mission Tamataroa, c'est au-delà des recherches scientifiques pour vous tous, du beau film que l'on pourra voir d'ici 1 an ou 2, il va y avoir une réelle suite dans la vraie vie pour la préservation du mokaran à Rangiroa. Le projet Tamataroa sur le grand requin marteau, il a aussi servi de levier ici à Rangiroa pour la création d'un projet encore plus ambitieux en termes de conservation en tout cas, qui est la création d'une aire marine protégée à l'échelle de tout le lagon de Rangiroa. Donc finalement, ce fil rouge qui a été le requin marteau, qui nous a permis déjà d'acquérir beaucoup de connaissances et de données sur le lagon, mais aussi qui nous a permis d'aller à la rencontre de la population, d'échanger avec eux sur des problématiques de conservation, certes propres au grand requin marteau au début, mais très rapidement, ça a débordé sur la préservation globale du lagon, puisque comme on le disait, si on veut préserver le requin marteau, il faut préserver ses habitats. Le lagon de Rangiroa est un de ses habitats privilégiés, et donc comment on peut agir tous ensemble pour préserver ce lagon. Et ça a débouché sur une initiative de la commune de Rangiroa pour mettre en place vraiment une aire marine protégée à l'échelle de tout l'atoll et même avec l'ambition de le faire à l'échelle de toute la commune qui représente plusieurs atolls, c'est-à-dire celui de Rangiroa, de Tikehau, de Mataiva et de Makatea. Donc ça, c'est aussi une des grandes réussites du programme Tamataroa, c'est que ça a permis d'aller encore plus loin que, entre guillemets, la seule préservation du requin marteau. Aujourd'hui, on se lance sur un projet qui s'appelle le projet Miiroa. C'est un programme qui est basé sur la concertation avec les usagers, c'est-à-dire que ce sont les professionnels, ceux qui vivent et qui exploitent les ressources du lagon, qui vont définir eux-mêmes, avec l'appui des scientifiques, etc., les mesures qu'ils souhaitent mettre en place pour préserver ces ressources dans les décennies à venir. Merci beaucoup Antonin, c'est toujours super de t'avoir avec nous. Merci pour ton temps et pour ta gentillesse. Il me semble que Joanne est en Polynésie en ce moment. On espère qu'elle va pouvoir faire un détour par Rangiroa et qu'elle aura la chance de voir un grand requin marteau en plongée. Et on ne désespère pas de venir nous aussi vous voir un jour. En attendant, on te donne rendez-vous l'année prochaine pour un épisode bilan sur ce qui sera votre dernière campagne à Tamataroa. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.